Et la grande majorité des Français s'inquiètent d'une hausse des prix. Est-ce que vous avez vu les prix de l'alimentaire? Depuis plusieurs semaines, les effets du confinement se font ressentir à la caisse. Quand j'achetais un panier, j'en avais à peu près pour une vingtaine d'euros. Là, ça me fait 10 euros supplémentaires. Les prix avaient augmenté de 20%, 30%, ce qui est quand même incroyable. Une hausse qui concerne surtout les produits frais, comme les légumes ou les fruits. Le prix des fraises, par exemple, a quasiment doublé en un mois. On commence la saison, par exemple, comme maintenant, à 2,95, 3,95. Mais là, ça a augmenté à 4,95. Pourquoi les prix montent? C'est très simple. Aujourd'hui, on a fermé les frontières. C'est vrai, je le reconnais. Il y a sur certains fruits et légumes frais une forte augmentation qui est due à une chose très simple. C'est que des produits qui venaient de pays européens dans lesquels les produits n'étaient pas forcément de la même qualité, désormais, c'est des produits français. Pour faire simple, la fraise gariguette française, elle est beaucoup plus chère que la fraise espagnole. Le concombre français, il est environ 2 à 3 fois plus cher que le concombre néerlandais. Même chose pour la tomate. Mais je vous pose la question. Si aujourd'hui on te dit, ok, il y a une relocalisation, mais tout ce que tu achètes, ça va augmenter et tu vas payer 20%, 30% plus cher tes produits. Est-ce que tu vas dire oui, c'est super, c'est génial, j'adore, mon niveau de vie va baisser, mon pouvoir d'achat va baisser de 20 à 30%. Oh là là, ça c'est pire que les virus, hein. Oh là là. Donc on va avoir des manifestations, des gens qui vont revendiquer une augmentation de leur salaire. Et donc, les entreprises elles vont dire « Ok, tu vas augmenter, mais moi, pour que je sois rentable, il faut que j'augmente les prix. » Et ça peut mener à une spirale, d'accord, inflationniste. Récemment, on a énormément d'informations contradictoires. Tout d'abord, on a des prix du pétrole qui baissent fortement, qui deviennent même négatifs. Et d'un autre côté, tu as le coronavirus et la grande majorité des Français s'inquiètent d'une hausse des prix. Est-ce que vous avez vu les prix de l'alimentaire? J'ai vu une émission où on disait que les prix avaient augmenté de 20%, 30%, ce qui est quand même incroyable. Le confinement, certains produits coûtent beaucoup plus cher qu'à la normale. Les pommes golden ont augmenté de 9%, plus 23% pour les navets et enfin plus 25% pour les tomates bio en grappe. Ça ressemble à de l'hyperinflation, on est d'accord ou pas? C'est dingue. Pourquoi les prix montent? C'est très simple. Aujourd'hui, on a fermé les frontières. Donc, fermeture des frontières. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on achète par exemple en France, des produits made in France. Et donc, ça coûte 20 à 30% plus cher. Et aujourd'hui, on parle de relocalisation. Ça veut dire quoi la relocalisation? Ça veut dire qu'on va produire en France. Mais notre priorité aujourd'hui est de produire davantage en France et de produire davantage en Europe. Partout où nous avons des sites de production français, de monter en volume, d'embaucher, de pousser davantage nos capacités et de créer aussi de nouvelles capacités de production. Arrêtez d'importer certains produits. Mais je vous pose la question. Si aujourd'hui on te dit, ok, il y a une relocalisation, mais tout ce que tu achètes, ça va augmenter et tu vas payer 20%, 30% plus cher tes produits. Est-ce que tu vas dire oui? Surtout si ton salaire, il est de, je sais pas moi, 1500 € ou 2000 €, d'accord? Et que le niveau de la vie va augmenter de 20 à 30%. Est-ce que tu vas dire oui, c'est super, c'est génial, j'adore, mon niveau de vie va baisser, mon pouvoir d'achat va baisser de 20 à 30%. On est d'accord que non. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir des revendications. C'est-à-dire, les gens, ils vont dire « Ah, mais je veux gagner plus ma vie ». Et que j'imagine par exemple les salariés d'un restaurant ou les salariés d'une petite entreprise, ils vont bien se rendre compte qu'il va falloir donner un peu plus. On n'aura pas besoin, peut-être même les payer un petit peu plus en prime, etc. Je veux augmenter mon salaire. Donc on va avoir des manifestations, des gens qui vont revendiquer une augmentation de leur salaire. Et donc les entreprises elles vont dire ok, tu vas augmenter, mais moi pour que je sois rentable, il faut que j'augmente les prix. Et ça peut mener à une spirale, d'accord, inflationniste. C'est-à-dire, les personnes augmentent leur salaire,
puis les entreprises augmentent leurs prix, puis les salariés disent « Ah bah tu as augmenté tes prix, donc je veux un salaire plus important » et ça s'appelle une boucle inflationniste. Et c'est ce qu'on a déjà eu dans le passé. Donc en fait, on va être dans une situation qui est un no man's land économique, c'est-à-dire que ces dernières années, on avait une inflation très faible, proche d'une déflation. Pourquoi on avait une inflation faible? C'est très simple. On importait certains produits de l'étranger, notamment la Chine, d'accord, qui est devenue l'atelier du monde. Mais on importait également les produits agricoles de l'étranger. Et donc, aujourd'hui, clairement, il faut revoir l'économie, repenser l'économie, avoir une économie verte, etc. Mais quels sont, encore une fois, il y a la pensée, les idéaux, et le long terme et le court terme. Et un homme politique, il doit penser à ça. C'est-à-dire que si, par exemple, les prix augmentent de 20-30%, eh ben, les gens, à un certain moment, ils vont se rebeller. Et puis, autre point important, c'est que là, on parle de, aujourd'hui, 20-30%. Mais dans quelques mois, on voit déjà des entreprises qui font faillite, beaucoup de personnes qui ne retrouveront pas un travail. Pourquoi? Parce qu'effectivement, des entreprises auront fait faillite. Et donc, on va se retrouver dans une situation où le chômage va augmenter, c'est déjà le cas, où des entreprises vont faire faillite et où, à un certain moment, l'offre, elle va diminuer. Pourquoi l'offre va diminuer? Parce que tu auras moins d'entreprises et donc moins d'entreprises, ça veut dire moins d'offres. Donc l'offre, elle va diminuer, donc ça va augmenter les prix. Et ça va créer également une situation ambiguë. Donc on est vraiment dans une situation assez particulière. Et donc c'est important pour vous de comprendre tous ces mécanismes économiques. D'où l'importance, encore une fois, je vais aborder pour vous, d'ailleurs je le dis ici, on va aborder plusieurs thèmes. Est-ce qu'on risque une déflation majeure, c'est-à-dire une baisse du prix, des prix comme le Japon? Donc ça va être un thème très 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 important. Est-ce qu'on va revivre l'équivalent de 1929? Donc je vais vous faire un rappel historique. Qui va payer la dette? Je vais également vous donner des éléments. Est-ce qu'on va assister à un reset mondial? C'est-à-dire qu'on va annuler la dette? Ou alors une hyperinflation ou alors une monétisation mondiale? Est-ce qu'on peut exclure le risque d'hyperinflation? Et vous voyez pourquoi je vous en parle ici? Parce qu'on parle beaucoup de déflation, mais rien n'empêche d'avoir une inflation forte. Et c'est important de comprendre pourquoi l'Allemagne, en 1923, 22-23, a connu une inflation forte, qu'on a appelée même une hyperinflation. Juillet 1923. L'Allemagne est dans une situation désespérée. L'Allemagne, sortir de la Première Guerre mondiale, est vaincue et est en ruine, l'économie est ruinée. L'Allemagne s'est lancée dans un programme de dépenses massives après la Première Guerre mondiale. D'abord pour gérer les veuves et les orphelins des combattants, mais aussi pour payer les lourdes réparations imposées par les Alliés. À tel point qu'au milieu de 1923, le mark allemand s'échangeait au taux de 4200 milliards pour $1. Il ne valait pas plus que le papier sur lequel il était imprimé. Cette période pendant laquelle les prix s'envolent et la monnaie perd toute sa valeur porte un nom, l'hyperinflation. La monnaie perd grosso modo 5 millions de fois sa valeur, à peu près entre 1918 et 1923. Une inflation extraordinaire, c'est l'image classique des gens qui se déplacent avec des brouettes de billets pour faire leurs achats. C'est-à-dire que les prix augmentaient fortement. C'est important de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, quels ont été les enchaînements, à quel moment effectivement l'Allemagne elle s'est retrouvée dans ce pétrin. D'accord? Et est-ce que ça peut nous arriver? Et les États vont-ils faire faillite? Ou alors, est-ce que finalement ça va peser sur leur croissance? Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en 2008, 2009 et 2010, d'accord, le déficit public, que ce soit de la France, des États-Unis, de l'Allemagne, de tous les pays, de toutes les puissances, a explosé à la hausse. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas réussi à rembourser la dette. Et on se disait, grâce à la croissance, et en fait, on s'est retrouvé dans une situation pire que 2008 aujourd'hui. Et le Japon est un exemple extrêmement intéressant.
Parce que le Japon, à l'époque, c'était la deuxième puissance économique au monde. Et à un certain moment, on disait même du Japon qu'il allait dépasser les États-Unis. En 1959, en l'espace d'une seule année, la croissance atteignit 17%. Mais l'effet de cette économie, conçue initialement pour l'effort de guerre, a conduit le secteur industriel à rechercher non pas le profit, mais des parts accrues de marché. Les corporations japonaises ne tardèrent pas à dominer le marché un peu partout dans le monde. Le Congrès des États-Unis organisa des séminaires officiels pour comprendre ce phénomène incomparable. Un de ces séminaires fut intitulé « Les leçons de productivité des Japonais à l'attention des États-Unis d'Amérique ». À tel point que les États-Unis ont eu peur. Et ils ont dit, tu arrêtes d'exporter. Et ils ont créé ce que l'on appelait des restrictions volontaires à l'exportation. C'est-à-dire qu'ils ont empêché les Japonais d'exporter plus qu'un certain nombre de voitures, tellement les Japonais étaient costauds. Et puis dans les années 80, il y a eu une bulle spéculative sans précédent au Japon. Bulle immobilière, bulle également boursière. Comme ce qu'on a eu durant les 10 dernières années. Et puis, 90, ça s'est effondré et le Japon n'a jamais réellement récupéré. Donc le Japon était déjà riche, il avait accumulé énormément de croissance, mais depuis 1990, le Japon galère. On a un vieillissement accéléré de la population, c'est l'un des pays qui a probablement le plus, dont la population est la plus âgée dans le monde, et ça va continuer de s'accélérer. En 2060, c'est loin, mais on parle de 70% de la population japonaise qui aura plus de 65 ans. Vous imaginez ? 70% de la population qui aura plus de 65 ans. Eh bien, aujourd'hui, beaucoup parlent d'un scénario à la japonaise parce que ça se rapproche beaucoup. C'est-à-dire qu'on a eu vraiment des situations similaires. Donc, moi, encore une fois, l'idée, ce n'est pas de vous dire « j'ai la vérité », mais c'est d'analyser de manière scientifique, historique et bien évidemment en me basant sur les grandes théories, qu'est-ce que les années à venir vont nous offrir et comment les surmonter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un peu comme ça que je vais travailler avec vous.